Otto Kilker a toujours cru comprendre l'histoire du voyage de son père, du moins autant que quiconque puisse comprendre une vie qui a commencé dans la lointaine Suisse et s'est reconstruite dans la nature sauvage et impitoyable de l'Alaska. Le récit a été raconté si souvent répété, à travers les années et les générations qu'il a pris le poids de la vérité, sans jamais être profondément remis en question. Jules Kilcher avait quitté l'Europe en 1936, à la recherche d'une distance par rapport à l'ombre montante de l'influence nazie, à la recherche de la liberté de la terre, et d'une vie définie par l'autosuffisance plutôt que par l'incertitude politique. C'était l'histoire simple et complète, ou du moins, c'est ce qu'elle avait semblé être. Ce qu'Otto finira par découvrir n'est pas seulement une collection d'objets oubliés, mais un récit caché qui suggère que le voyage de son père a été guidé par des motifs bien plus délibérés et bien plus mystérieux que n'importe quel membre de la famille ne l'avait jamais imaginé. La découverte n'a pas commencé par un soupçon ou une curiosité, mais par un travail de routine. La cabane d'origine, la toute première structure que Jules avait construite après avoir revendiqué la terre en 1936, commençait à montrer des signes de vieillesse qui ne pouvaient plus être ignorés. Les planches du plancher s'étaient ramollies par endroits d'abord subtilement, puis de plus en plus dangereusement, laissant entrevoir la pourriture des poutres en dessous. Dans une région reculée où l'aide médicale était à des heures de route, même une simple chute à travers un plancher affaibli pouvait devenir un événement grave mettant la vie en danger. Otto et son équipe ont abordé la rénovation avec soin et respect. Il ne s'agissait pas seulement d'un bâtiment, mais d'un morceau d'histoire familiale, d'un lien physique avec les premières et les plus difficiles années de survie en Alaska. Alors qu'ils retiraient les vieilles planches, ils ont travaillé méthodiquement, en documentant les techniques de construction originales et en préservant les matériaux dans la mesure du possible. La cabane elle-même était un testament d'adaptation. Une structure façonnée par les connaissances européennes en matière de construction, mais modifiée pour supporter les conditions extrêmes de l'Alaska, y compris le pergélisol, le sol mouvant et les changements de température saisonnières brutaux qui pourraient détruire tout ce qui n'est pas construit avec une compréhension minutieuse. Au fur et à mesure que les couches de plancher étaient enlevées, ce qui se trouvait en dessous commençait à se révéler lentement. À environ 3 pieds sous la surface visible, cachée sous la structure de la cabine, ils rencontrèrent quelque chose d'inattendu. C'était une boîte métallique scellée de dimensions modestes, mais dont la présence était profondément déplacée. Environ 2 pieds de long et 18 pouces de large, elle avait été soigneusement positionnée et délibérément dissimulée. Le conteneur présentait des signes évidents d'imperméabilisation, comme si de grands efforts avaient été déployés pour protéger son contenu de l'humidité de la pourriture et du temps lui-même. Dans une région où l'humidité peut s'infiltrer même dans les structures les plus sûres, de telles précautions suggérait que ce qui se trouvait à l'intérieur était considéré comme précieux, voire dangereux s'il était découvert. Il n'avait pas été simplement entreposé, il avait été caché avec intention. La serrure qui scellait la boîte était depuis longtemps corrodée, au point de ne plus pouvoir être utilisée. Des décennies d'exposition à l'humidité, aux variations de température et au lent passage du temps avaient rongé son mécanisme. Otto l'étudia un moment, conscient que le forcer serait un point de non-retour. Ce qui se trouvait à l'intérieur avait été placé là délibérément, et l'ouvrir pourrait révéler des vérités que son père avait choisi de ne jamais partager. Pourtant, la décision a été prise et le verrou a été forcé. Ce qui se trouvait à l'intérieur ne correspondait pas à l'histoire qu'Otto avait toujours connue. Cela ne ressemblait pas aux affaires d'un homme qui avait simplement fui l'Europe à la recherche d'une vie plus tranquille. Au contraire, le contenu semblait décousu presque hors contexte, comme s'il appartenait à un récit entièrement différent qui avait été soigneusement caché sous la surface de celui avec lequel la famille avait vécu pendant des décennies. Les premiers objets qu'Otto a retirés étaient des cartes. À première vue, elles semblaient avoir été dessinées à la main, mais le niveau de détail a rapidement montré qu'il s'agissait de bien plus que de simples croquis. Les lignes étaient précises, les mesures exactes, les marques délibérées. Il s'agissait du travail de quelqu'un ayant une formation technique, quelqu'un qui comprenait l'arpentage, la structure et l'aménagement de l'espace à un niveau professionnel. Mais ce ne sont pas les détails de surface qui troublent Otto, mais ce que les cartes révèlent sous la terre. Sous le tracé familier de la propriété familiale se dessinait un réseau complexe de tunnels et de chambres s'étendant sur de grandes portions de la concession de 600 acres. L'échelle seule était difficile à comprendre. Une telle construction aurait exigé non seulement une main-d'œuvre immense, mais aussi des connaissances spécialisées, une coordination
et un équipement qu'il aurait été pratiquement impossible d'obtenir pour un homesteader récemment immigré dans l'Alaska lointain à la fin des années 1930. Les cartes indiquaient de multiples points d'entrée dont beaucoup étaient habilement dissimulés dans des éléments naturels ou intégrés dans des structures existantes. Il y avait des puits de ventilation soigneusement tracés, suggérant une compréhension de la circulation de l'air et de l'habitation souterraine à long terme. Il y avait des chambres qui semblaient être conçues pour le stockage, ou même l'espace de vie disposé d'une manière qui impliquait non pas une utilisation temporaire, mais une occupation durable par plusieurs personnes. Cette découverte suffit à ébranler la compréhension qu'Otto avait de la vie de son père, mais ce n'est qu'un début. Parmi le contenu de la boîte, il y avait des documents écrits en allemand, des lettres qui, avant même d'être comprises, avaient un ton inquiétant. Les noms figurant sur la correspondance ne signifiaient rien pour Otto, mais les symboles figurant sur le papier à en-tête étaient sans équivoque. Ils portaient les insignes associés au régime nazi, ainsi que des références à des organisations qui, même dans une compréhension générale de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, étaient liées au SS et aux opérations les plus secrètes du Troisième Reich. Le langage utilisé dans les lettres était souvent indirect, avec des formulations codées qui semblaient destinées à obscurcir autant qu'à révéler. Pourtant, certains schémas émergeaient. Il y avait des références au progrès à la construction, à des demandes de matériaux supplémentaires et de spécifications techniques. Le ton suggérait une coordination comme si Jules n'avait pas travaillé de manière isolée, mais dans le cadre d'un effort plus large dont l'ampleur restait cachée dans les interstices entre les lignes. Ensuite, il y a eu les pièces de monnaie. Parmi les documents, des pièces d'or ont immédiatement attiré l'attention d'Otto. Il a reconnu qu'il s'agissait de marques d'or allemandes datant de l'époque nazie, des objets qui avaient non seulement une valeur financière mais aussi un poids historique. Leur présence dans la boîte à clés était profondément troublante. La possession d'une telle monnaie par un citoyen américain pendant et après la guerre aurait été illégale, ce qui soulevait des questions difficiles sur la façon dont Jules les avait acquises. Avait-il emporté des richesses avec lui lorsqu'il a quitté l'Europe, des richesses dont il n'avait jamais parlé? Ou avait-il reçu un paiement, une compensation pour un travail lié au régime, même qu'il était censé avoir fui? Les implications de l'une ou l'autre possibilité étaient difficiles à concilier avec l'image d'un homme qui avait construit une vie définie par l'indépendance et l'intégrité dans les étendues sauvages de l'Alaska. En absorbant le poids de cette découverte, Otto se rend compte que l'histoire du passé de son père n'a jamais été entièrement racontée. Elle a été simplifiée, peut-être délibérément réduite à une version plus facile à accepter et plus facile à transmettre dans la famille sans conflit ni doute. Déterminé à en savoir plus, Otto commence à enquêter sur les aspects de la vie de son père qui sont restés vagues. Pendant des années, Jules n'a parlé qu'en termes généraux de son éducation en Suisse, de sa formation et de sa décision de quitter l'Europe. Ces détails n'ont jamais été remis en question. Les remettre en question aurait été comme remettre en question les fondements de la famille elle-même. Mais maintenant qu'il dispose des preuves de la boîte à clés, Otto se tourne vers les documents historiques, les archives et les bases de données numériques susceptibles de faire la lumière sur la vérité. Ce qu'il a découvert a confirmé certaines parties de l'histoire tout en compliquant d'autres d'une manière inattendue. Jules Kilcher a effectivement fréquenté l'université en Suisse, mais son domaine d'études n'était ni général ni agricole. Il a suivi une formation d'ingénieur civil spécialisé dans la construction souterraine et les opérations minières. C'est une discipline qui exige des connaissances techniques poussées, de la précision et une compréhension de la manière de construire des structures stables sous la surface de la Terre dans des conditions difficiles. Son dossier scolaire révèle qu'il a participé à de grands projets de construction au début des années 1930. Son expertise a été particulièrement appréciée dans des environnements où les sols instables, les nappes phréatiques élevées et l'imprévisibilité géologique rendaient les travaux souterrains particulièrement difficiles. Il ne s'agissait pas des compétences d'un simple homesteader apprenant à cultiver une nouvelle terre, mais de celles d'une personne formée à la conception et à la construction de systèmes souterrains complexes. Pourtant, à mesure qu'Otto s'enfonçait dans la chronologie historique, la clarté commençait à s'estomper. Les années entre 1933 et 1936, la période précédant l'émigration de Jules en Alaska, étaient marquées par des lacunes dans le dossier. Ses activités durant cette période étaient de beaucoup moins transparentes et les noms qui lui étaient associés durant ces années soulevaient de nouvelles inquiétudes. Les rapports des services de renseignement suisses de l'époque conservés dans des documents d'archives mentionnent Jules comme une personne d'intérêt dans les enquêtes liées au transfert de connaissances techniques à l'Allemagne nazie.
Son expertise en ingénierie, en particulier dans le domaine de la construction souterraine, semble avoir attiré l'attention d'agents liés au régime. Il y a des indications, bien que non entièrement documentées, selon lesquelles il aurait été recruté ou persuadé de fournir des conseils sur des projets impliquant des installations souterraines. La nature exacte de ces projets n'est pas claire, enfouie dans des dossiers incomplets, et un langage codé qui n'a plus de clé claire. Debout dans la cabane où son père avait bâti sa vie à partir de rien, Otto s'est trouvé confronté à une réalité bien plus complexe que l'histoire à laquelle il avait grandi. L'homme qu'il avait connu comme un pionnier, un survivant et un bâtisseur d'un héritage en Alaska faisait peut-être aussi partie de quelque chose de caché, de délibéré, et de quelque chose qui avait été enterré non seulement sous la terre, mais aussi sous des décennies de silence. Au fur et à mesure que les pièces s'assemblent, une question se pose avec de plus en plus d'acuité. Jules Kilcher était-il venu en Alaska pour échapper au monde qu'il laissait derrière lui, ou était-il venu dans un but qui n'avait jamais été censé être découvert ? Les informations les plus détaillées qu'Otto a découvertes proviennent de documents déclassifiés des services de renseignements américains de l'immédiate après-guerre, de rapports compilés par des agents de l'OSS et plus tard de la CIA qui enquêtaient sur les réseaux d'évasion nazis et tentaient de retrouver les criminels de guerre qui avaient fui l'Europe en utilisant divers itinéraires et méthodes qui avaient été planifiés bien avant que la défaite de l'Allemagne ne devienne inévitable. Ces documents incluaient le nom de Yule sur des listes d'individus qui avaient été soupçonnés d'aider les nazis à se préparer à une défaite potentielle, sa formation d'ingénieur, faisant de lui un atout précieux pour les organisations qui établissaient des itinéraires d'évasion et construisaient des installations cachées où les dirigeants nazis pourraient éventuellement se replier si la résistance militaire conventionnelle devenait impossible. Un rapport particulièrement détaillé, datant de 1947, décrit l'intérêt des services de renseignement américains pour les rumeurs concernant des installations nazies dans des endroits éloignés, notamment en Alaska, l'hypothèse étant que certains planificateurs nazis avaient anticipé la défaite et avaient organisé la construction de sites de refuge où les dirigeants pourraient éventuellement se regrouper ou au moins survivre avec des ressources et des infrastructures qui leur permettraient d'attendre des opportunités de reconstruction ou simplement de vivre leur vie loin des poursuites des Alliés. Le rapport mentionne spécifiquement l'Alaska comme un endroit où plusieurs acquisitions de propriétés suspectes ont eu lieu à la fin de 1930. Des immigrants européens réclamant des terres de propriété selon des schémas qui semblaient coordonnés plutôt que fortuits et qui suggéraient un possible effort organisé pour établir une présence sur le territoire américain qui était suffisamment éloigné pour éviter un examen minutieux mais suffisamment accessible pour permettre l'arrivée secrète de personnes fuyant l'Europe. Dans ce contexte, le nom de Yule est apparu comme celui d'une personne qui avait immigré en Alaska pendant la période critique et qui possédait exactement le type d'expertise en ingénierie qui serait nécessaire pour construire des installations souterraines dans des conditions de pergélisol, qui rendaient ce type de construction extrêmement difficile. Les agents de renseignement avaient apparemment enquêté sur Yule pendant les 1940. Des entretiens avec lui ont été documentés dans des rapports qui le décrivent comme coopératif mais vague sur ses activités avant l'immigration et sur les raisons pour lesquelles il avait choisi l'Alaska plutôt que des destinations plus conventionnelles pour les immigrés européens en Amérique. Ce qui trouble le plus Otto dans ces documents historiques, c'est la reconnaissance que son père a fait l'objet de soupçons de la part des services de renseignement américains à l'époque où Otto lui-même l'était, et où la famille luttait pour établir le homestead et survivre aux conditions difficiles de l'Alaska. Yule n'a apparemment jamais mentionné ses enquêtes à sa femme ou à ses enfants. Son silence sur cet aspect de son histoire est cohérent avec sa réticence générale à parler de ses origines européennes, mais il a des implications plus sinistres. Maintenant qu'Otto comprenait que ce silence protégeait peut-être des secrets bien plus sombres qu'un simple désir de se concentrer sur le présent plutôt que de s'attarder sur le passé, la question à laquelle Otto ne pouvait répondre à partir des archives historiques était de savoir si Yule avait réellement construit les installations souterraines que la carte suggérait. Si les tunnels et les chambres décrites dans ces schémas dessinés à la main étaient des constructions réelles qui existaient sous la propriété du homestead, ou s'ils représentaient des plans qui n'avaient jamais été mis en œuvre parce que les ressources ou les circonstances avaient empêché Yule de mener à bien le projet auquel il avait été impliqué. La seule façon de répondre à cette question serait d'enquêter sous la surface de la propriété,
que la famille Kilcher a occupé pendant plus de 80 ans. Elle pourrait découvrir que la terre sur laquelle elle a vécu et travaillé pendant tout ce temps cachait une infrastructure dont l'objectif et le contenu potentiel modifieraient fondamentalement tout ce qu'elle croyait au sujet de l'histoire de sa famille. Le pipeline de l'Alaska qui n'a jamais existé. Les cartes qu'Otto avait découvertes dans la boîte de Yule étaient remarquablement détaillées et rendues de manière professionnelle. Le genre de schéma d'ingénierie qui aurait nécessité un équipement d'arpentage et une expertise technique bien au-delà de ce qu'un homesteader possède généralement, ou dont il a besoin pour établir une concession agricole. Le réseau souterrain qu'elle décrivait était étendu et sophistiqué. Des tunnels reliant plusieurs complexes de chambres répartis sur la propriété, selon un schéma qui suggère à la fois des considérations défensives et des exigences pratiques en matière de ventilation et d'accès qui seraient nécessaires si les installations étaient destinées à une occupation humaine réelle plutôt qu'à un simple stockage. Ce qui rend les cartes particulièrement déroutantes, c'est qu'elles montrent l'échelonnement de la construction. Différentes sections marquées de dates allant de 1937 à 1944, ce qui suggère que si Yule a effectivement construit ces installations, il l'a fait progressivement sur une période de 8 ans, tout en établissant la ferme de surface et en élevant sa jeune famille, tout en conservant l'apparence de n'être rien de plus qu'un immigrant suisse tentant de construire une ferme autosuffisante dans l'Alaska lointain. Les ressources nécessaires à une telle construction auraient été considérables. Matériel d'excavation, matériaux de construction, système de ventilation générateur électrique pour l'éclairage et l'alimentation souterrain, fournitures et expertise technique qui n'auraient pas pu être acquis localement et qui auraient dû être expédiés dans une région éloignée de l'Alaska où de telles importations auraient attiré l'attention des voisins et des autorités. Le réseau de tunnels comprenait ce qui semblait être des quartiers d'habitation, des espaces suffisamment grands pour accueillir plusieurs personnes avec des zones de couchage séparées et des espaces communs qui laissaient présager une occupation prolongée par un groupe plutôt que par un individu. Il y avait des chambres de stockage marquées pour différents usages, y compris ce que les annotations allemandes suggèrent comme étant du stockage de nourriture, d'eau, de carburant, et ce qui a été étiqueté de manière cryptique comme étant du stockage de matériaux spéciaux sans spécification de ce que ces matériaux pourraient être. Les chambres les plus élaborées étaient celles qui semblaient conçues comme des ateliers ou des espaces de laboratoire. Les cartes montrent des systèmes de ventilation et de distribution d'énergie qui auraient supporté des équipements ou des processus nécessitant des contrôles environnementaux et de l'électricité fiable. La conception du système de ventilation était particulièrement sophistiquée avec des points d'entrée d'air dissimulés dans des formations rocheuses naturelles ou incorporées dans des structures de surface de manière à les rendre invisibles à l'observation occasionnelle, tout en assurant une circulation d'air frais adéquate pour les espaces souterrains. Les connaissances techniques requises pour concevoir de tels systèmes suggèrent que Yule avait été extraordinairement bien formé aux techniques de construction souterraine ou avait reçu l'aide de spécialistes dont l'implication aurait nécessité une coordination et des ressources allant bien au-delà de ce qu'un homesteader individuel aurait pu mettre en place de manière indépendante. Les tentatives d'Otto pour corréler les cartes avec les caractéristiques de surface réelle de la propriété ont révélé que plusieurs des points d'accès marqués correspondaient à des endroits où des structures ou des caractéristiques naturelles existaient, notamment la cabane d'origine où la boîte à clés avait été découverte et plusieurs affleurements rocheux qui avaient toujours été présents sur la propriété mais que les membres de la famille n'avaient jamais examiné de près ou considéré comme autre chose que des formations géologiques naturelles. La corrélation suggérait que les cartes représentaient des constructions réelles, plutôt que des plans hypothétiques que Yule avait effectivement construits au moins des parties du réseau souterrain et avait intégré des points d'accès dans des caractéristiques de surface qui assuraient de la dissimulation tout en permettant l'accès aux installations cachées. Plus troublant encore, Otto s'est rendu compte que certains des points d'accès cartographiés étaient situés dans des zones où la famille avait construit des structures ultérieures ou avait mené divers projets au fil des décennies sans jamais soupçonner qu'ils étaient en train de travailler. L'idée qu'ils aient vécu au-dessus de ces installations sans le savoir a immédiatement soulevé des questions sur ce qui pouvait être dissimulé et sur le fait de savoir si les espaces souterrains étaient vides ou s'il contenait encore ce que Yule avait stocké pendant les années où il construisait apparemment ce réseau,
tout en disant à tout le monde qu'il ne faisait qu'établir une ferme familiale. Les objectifs que des constructions souterraines aussi élaborées pouvaient servir allaient d'explications relativement innocentes, comme des caves à racines et le stockage de fournitures familiales, à des possibilités beaucoup plus sinistres, comme des caches d'armes, des cachettes pour les fugitifs, ou le stockage de matériaux illégaux ou dangereux que Yule avait besoin de dissimuler aux autorités qui auraient pu enquêter si elles avaient su ce qu'il faisait réellement sur sa propriété isolée de l'Alaska. La présence de correspondants nazis dans le même casier que les cartes a rendu de plus en plus improbables les explications innocentes. Les preuves suggèrent que la construction souterraine de Yule était liée à ses activités antérieures à l'émigration et aux relations qu'il entretenait avec des organisations nazies qui prévoyaient diverses éventualités, y compris la possibilité de devoir évacuer les dirigeants vers des lieux éloignés si la situation militaire de l'Allemagne se détériorait, ce que le radar à pénétration de sol a trouvé. La décision d'Otto d'engager des spécialistes pour effectuer des relevés par radar à pénétration de sol sur la propriété familiale a été prise malgré son incertitude quant à ce que la découverte de la vérité pourrait signifier pour l'héritage de sa famille et pour leur compréhension du patriarche qui a établi tout ce autour de quoi ils ont construit leur vie. La technologie permettrait d'obtenir des images des structures souterraines sans nécessité d'excavation, révélant ainsi si les cartes de Yule représentaient des constructions réelles ou s'il s'agissait simplement de plans qui n'avaient jamais été mis en œuvre. La société de relevé engagée par Otto était spécialisée dans les recherches archéologiques et dans la localisation des services publics et des structures souterraines, leur expertise et leur équipement étant exactement ce qu'il fallait pour confirmer ou infirmer l'exactitude des cartes. Les premiers balayages se sont concentrés sur les zones où les cartes montraient les principaux complexes de chambres et les tunnels d'accès principaux. Les techniciens travaillant méthodiquement en grille à travers des sections de la propriété, tandis que leur équipement transmettait des ondes radar dans le sol et analysait les réflexions pour créer des images de ce qui existait sous la surface. Ce qui est apparu sur leurs écrans quelques heures après le début de l'étude était à la fois une confirmation des craintes d'Otto et une révélation qui dépassait ce que même les cartes avaient suggéré sur l'étendue de la construction souterraine de Yule. Le réseau de tunnels principaux était réel et étendu, les structures en béton armé apparaissant clairement sur les images radar alors qu'elles s'étendaient sur des centaines de pieds sous la propriété. Leur profondeur moyenne se situant entre 50 et 70 pieds sous le niveau de la surface où le pergélisol et la roche-mère fournissaient des conditions stables pour la construction qui ne seraient pas affectées par le gel et le dégel saisonnier qui détruisaient les structures moins profondes. Les chambres se trouvaient exactement à l'endroit indiqué sur les cartes, leurs dimensions correspondant suffisamment au schéma pour confirmer que Yule avait suivi ses plans avec une précision qui démontrait à la fois son expertise en ingénierie et son accès à des ressources de construction qui n'auraient pas dû être disponibles pour un homesteader à l'époque où l'Alaska était encore un territoire plutôt qu'un État et où les infrastructures pour les projets de construction à grande échelle étaient pratiquement inexistantes dans les régions éloignées. Mais ce que le radar a également révélé, c'est que certaines des chambres n'étaient pas vides comme Otto l'avait espéré si Yule avait construit les installations, mais ne les avait jamais réellement utilisées pour le but qu'elles avaient été prévues. Plusieurs chambres présentaient des objets denses qui créaient des signatures radar distinctes des matériaux que les techniciens ont identifiés comme étant probablement du métal, en se basant sur la façon dont les ondes radar se réfléchissaient sur eux. Les concentrations et les modèles suggéraient un stockage organisé, plutôt que des débris aléatoires, tout ce qui se trouvait là-dessous ayant été délibérément placé et arrangé d'une façon qui indiquait une utilisation continue ou au moins une préparation minutieuse pour une utilisation éventuelle qui n'aurait peut-être jamais eu lieu. Le plus troublant était ce que le radar avait détecté dans la chambre, que les cartes avaient étiquetées comme des anomalies de stockage de matériaux spéciaux que les techniciens ne pouvaient pas identifier définitivement, mais qui créaient des signatures suggérant un blindage en plomb ou d'autres matériaux denses qui seraient utilisés pour contenir des substances radioactives ou d'autres matériaux dangereux nécessitant une protection contre l'exposition à l'environnement. Les techniciens ont demandé à Otto s'il était possible que la propriété ait été utilisée à des fins militaires ou industrielles pendant 1940 ou 50, leur inquiétude étant que ce qu'ils détectaient pouvait représenter des risques environnementaux qui nécessiteraient une manipulation spécialisée et une remise en état potentiellement importante
si les matériaux s'étaient détériorés ou si leur confinement avait cédé. Des décennies après avoir été enterrés et oublié la réponse d'Otto, selon laquelle la propriété n'aurait été qu'une ferme familiale pendant toute cette période, a été accueillie avec un scepticisme professionnel par les techniciens qui avaient une vue suffisamment d'études souterraines pour reconnaître que la construction qu'ils imaginaient représentait un projet beaucoup plus sophistiqué et intensif en ressources que l'agriculture de subsistance n'aurait jamais exigé ou justifié. Leur recommandation était qu'Otto contacte les autorités fédérales au sujet des résultats avant de tenter toute excavation ou entrer dans les espaces souterrains, leurs préoccupations en matière de responsabilité et implication. Les analyses supplémentaires effectuées par les techniciens pour cartographier l'étendue du réseau de tunnels ont révélé qu'il s'étendait au-delà des limites de ce que Yule avait initialement revendiqué comme son homestead des parties de la construction souterraine, atteignant des propriétés adjacentes qui avaient été acquises par d'autres homesteaders au cours de la même période où Yule avait établi sa revendication. La coordination qu'une telle construction aurait exigée suggère que Yule n'a pas travaillé seul, que d'autres propriétaires de la région ont participé à tout projet mis en œuvre, et que le homestead de Homer pourrait n'avoir été qu'un élément d'un réseau plus vaste qui s'étendait sur une zone plus large que les 600 acres de la famille unique. Lorsque le gouvernement se présente les agents fédéraux qui se sont présentés à la propriété 3 jours après que l'entreprise de relevé radar a déposé ses rapports, sont issus d'agences auxquelles Otto ne s'attendait pas. Non pas le FBI ou les forces de l'ordre local, mais plutôt des fonctionnaires du ministère de l'Énergie et du ministère de la Défense dont les compétences n'incluaient manifestement pas les enquêtes sur des constructions souterraines vieilles de 80 ans sur une propriété privée en Alaska. Leurs références étaient illégitimes et leur autorité pour enquêter était soutenue par des lois fédérales dont les avocats d'Otto ont confirmé qu'elles leur donnaient un accès pratiquement illimité pour enquêter sur des matières potentiellement dangereuses ou des problèmes de sécurité nationale sans tenir compte de la propriété ou des considérations de confidentialité qui protégeraient normalement les propriétaires fonciers contre de telles intrusions. Les agents se sont montrés professionnels, mais n'ont pas dit pourquoi Doe et le ministère de la Défense s'intéressaient aux constructions souterraines de Yule, leurs questions se concentrant sur la date à laquelle les installations avaient été construites et sur le fait qu'Otto avait ou non des informations à fournir à ce sujet. Les réponses honnêtes d'Otto selon lesquelles il ne savait rien des tunnels avant de découvrir les cartes ont semblé convaincre les agents qu'il n'était pas impliqué dans la dissimulation d'activités en cours, mais sa coopération n'a pas donné lieu à une transparence réciproque sur les raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral s'intéressait tant à une construction antérieure à la plus grande partie de la guerre froide et qui avait été réalisée par un citoyen privé sur son propre terrain. L'examen par les agents des cartes et de la correspondance nazie provenant de la boîte à clés de Yule a déclenché des réactions visibles qui suggéraient une reconnaissance ou au moins une familiarité avec des documents similaires provenant d'autres enquêtes, leur échange de regards et leur photographie minutieuse de documents spécifiques montrant clairement que ces éléments avaient une signification allant au-delà de la simple curiosité historique concernant les éventuelles connexions nazies d'un immigrant. Lorsque Otto a demandé directement si le gouvernement avait une connaissance préalable de la construction souterraine de son père, la réponse a été un non-déni évasif qui suggérait l'existence d'informations classifiées, mais qui ne permettait pas d'en savoir plus. La révélation qui a choqué Otto est survenue presque accidentellement, lorsque l'un des plus jeunes agents a fait un commentaire sur l'âge de la construction qui ne correspondait pas à ce que les documents d'information avaient suggéré sa confusion au sujet des dates, provoquant un regard sévère de son supérieur et une tentative immédiate de réorienter la conversation sur les informations classifiées qui avaient créé des attentes quant à la date de construction des installations. Otto a insisté sur la question, exigeant de savoir ce que le gouvernement savait sur les activités de son père et sur le réseau souterrain au-dessus duquel sa famille vivait sans le savoir depuis plus de 8 décennies. L'explication partielle qui a fini par émerger était que les agences de renseignement américaines savaient depuis au moins les années 1950 que l'Alaska contenait plusieurs installations souterraines qui avaient été construites à la fin des années 30 et au début des années 80, une construction antérieure à l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, et qui avait été soupçonnée d'être liée à la planification nazie d'un projet de construction d'une mine d'or. Les installations ont fait l'objet d'enquêtes périodiques au fil des décennies, mais la plupart d'entre elles se sont révélées vides ou ne contenaient que des fournitures et des équipements banals qui ne représentaient pas de menace pour la sécurité nationale
ou de preuves de l'existence de signes, les criminels de guerre les ayant utilisés comme refuge. Mais ce qui rendait l'installation de Jules différente, et qui avait apparemment déclenché l'intervention fédérale de haut niveau actuelle, était la détection par radar de matériaux susceptibles de contenir des substances radioactives. L'inquiétude étant que l'Allemagne nazie avait développé des armes nucléaires plutôt que les services de renseignement alliés ne l'avaient compris, et que certains matériaux fissiles ou isotopes radioactifs avaient pu être expédiés vers les installations de l'Alaska pour y être stockés, ou pour être utilisés dans des recherches en cours qui étaient censées se poursuivre même si les forces militaires conventionnelles de l'Allemagne étaient vaincues. La possibilité que les chambres souterraines de Jules contiennent de tels matériaux a élevé ce qui aurait pu être une enquête purement historique en une préoccupation contemporaine de sécurité nationale qui justifiait la demande d'Otto pour une transparence totale sur ce que le gouvernement savait des activités de son père a été satisfaite par l'offre d'un briefing partiel en échange de sa coopération pour permettre aux équipes fédérales d'entrer et d'enquêter sur les installations souterraines, l'accord étant qu'Otto pourrait être présent pendant l'enquête et recevrait des informations sur les résultats qui n'étaient pas classifiés à des niveaux empêchant la divulgation aux civils. L'alternative présentée était que le gouvernement pourrait obtenir des mandats et mener l'enquête sans la coopération d'Otto, un processus qui serait plus conflictuel et qui aurait probablement pour résultat qu'il recevrait encore moins d'informations sur ce qui a été découvert sous sa propre propriété. La vérité sur la mission de Jules. L'accès aux installations souterraines a nécessité une préparation minutieuse et un équipement spécialisé. Les autorités fédérales ont considéré le site comme potentiellement dangereux, citant des risques allant de l'effondrement des structures à l'air toxique, voire à l'exposition aux radiations en cas de présence de matériaux dangereux. Pendant 2 semaines, les équipes ont renforcé les points d'entrée cartographiés, les voies d'évacuation et installé des systèmes de surveillance avant d'ouvrir des brèches dans les tunnels. Leur prudence s'explique par le fait qu'ils pensaient que ce qui se trouvait sous la propriété pouvait représenter un grave danger, en particulier si les systèmes de confinement s'étaient détériorés après des décennies d'abandon. Lorsque les enquêteurs sont finalement entrés, ils ont découvert une construction bien plus sophistiquée que ce à quoi tout le monde s'attendait. Le béton armé, les puits de ventilation et les supports structurels ressemblaient plus à de l'ingénierie militaire qu'à des travaux civils improvisés. Ce n'était pas le genre d'abri souterrain qu'un homesteader solitaire construisait sans expertise extérieure. Certaines chambres présentaient des signes évidents d'habitation. Les quartiers d'habitation contenaient des meubles, des objets personnels et des fournitures dont les marques de fabrication suggéraient qu'ils avaient été apportés au cours des 1940 et peut-être même au début des 1950. L'implication était surprenante. Alors que Jules vivait en surface avec sa famille, élevant ses enfants et cultivant la terre, certaines parties du système de tunnels avaient apparemment abrité d'autres occupants. La zone la plus examinée était une chambre de stockage doublée d'un matériau de blindage. Les conteneurs doublés de plomb ont été photographiés, catalogués et analysés avant toute tentative d'ouverture. Les autorités ont d'abord craint des substances radioactives liées à la recherche sur les armes en temps de guerre, mais elles ont découvert des documents et des artefacts qui se sont révélés tout aussi explosifs sur le plan historique. Les conteneurs contenaient des documents détaillés sur les déplacements de hauts responsables nazis au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des instruments financiers et des obligations aux porteurs d'une valeur potentielle de plusieurs millions en monnaie moderne. Il y avait également des effets personnels portant les noms d'individus figurant sur la liste des criminels de guerre présumés dont le sort final n'avait jamais été documenté de manière concluante. Le plus alarmant étaient les documents indiquant qu'au moins 3 hauts responsables nazis avaient passé du temps dans les installations souterraines au cours des 1940 de la fin de la guerre. Leur présence en Alaska semble avoir été facilitée par un réseau coordonné qui a permis à certains individus de fuir l'Europe et de s'installer dans des régions éloignées. L'isolement de l'Alaska et la rudesse du terrain en faisaient une destination peu probable aux yeux des enquêteurs alliés. Le matériel comprenait des photographies et de la correspondance qui semblaient authentiques, bien que les autorités fédérales aient souligné qu'une vérification médico-légale serait nécessaire avant de confirmer les identités ou de tirer des conclusions définitives. On ne sait toujours pas si ces hommes ont échappé définitivement à la justice ou s'ils ont simplement retardé les poursuites. Ces révélations ont fait voler en éclats l'image que l'on avait toujours eue de Jules, à savoir celle d'un immigrant respectueux de ses principes, fuyant la tyrannie.
Au lieu d'être un simple réfugié fuyant les troubles européens, il a été prouvé qu'il avait activement participé à la construction d'infrastructures conçues pour abriter les fugitifs échappant à toute responsabilité. On ne sait pas s'il était motivé par une allégeance idéologique, une compensation financière ou une autre raison. Les pièces d'or précédemment découvertes parmi ses possessions prennent désormais une signification troublante. Quel que soit le motif, les découvertes contredisent directement l'image d'un homme qui a construit son héritage grâce à un travail honnête et à des convictions morales. La réaction publique d'Otto a été prudente et mesurée. Assisté d'un conseiller juridique et de fonctionnaires fédéraux, il a reconnu que les premières années de son père en Alaska avaient été beaucoup plus complexes et moralement compromises que ce que la famille avait connu. Il s'est dit choqué par les découvertes, tout en soulignant que les générations suivantes qui ont entretenu le homestead n'ont pas participé à des activités en temps de guerre. Sa déclaration tentait de séparer la terre et la vie qui s'y est développée de l'histoire plus sombre qui se dessinait. La série télévisée Alaska, la dernière frontière qui avait célébré la ferme de Yule comme un symbole de résilience et de valeurs traditionnelles, a dû faire face à une profonde remise en question. Les producteurs ont choisi d'aborder directement les révélations plutôt que de les ignorer. Les épisodes couvrant les découvertes ont adopté un ton sombre, se concentrant sur l'impact émotionnel sur la famille et les questions historiques plus larges soulevées. La chaîne a souligné que la génération actuelle ne pouvait pas être tenue responsable d'actes commis des décennies avant sa naissance. Néanmoins, l'histoire fondamentale qui avait sous-tendu la série a été modifiée de façon permanente. L'enquête fédérale s'est étendue au-delà de la propriété Kilcher. D'autres propriétés familiales établies à la même époque ont été examinées à la recherche de constructions souterraines similaires. Certains sites n'ont rien révélé d'inhabituel. D'autres contenaient des chambres suggérant une habitation temporaire ou un stockage, bien qu'aucune preuve définitive ne les relie à des individus spécifiques. Les historiens et les organisations de défense ont insisté sur la transparence, en particulier les groupes représentant les victimes des atrocités nazies. Les agences de renseignement, cependant, étaient prudentes quant à la déclassification des documents d'archives qui pourraient révéler les sources et les méthodes de la guerre froide. La tension entre la responsabilité publique et la sécurité nationale a compliqué les efforts visant à faire toute la lumière sur ce qui s'était passé. Pour Otto et ses frères et sœurs, les révélations ont imposé une réévaluation douloureuse de leur père et de la terre qui définissait leur identité. Les 600 acres de nature sauvage sont restés physiquement inchangés. Les montagnes, les forêts et le littoral continuent de soutenir leur travail et leur famille. Pourtant, sous ce sol se trouvent des tunnels construits pour dissimuler des hommes accusés d'avoir participé aux pires crimes de l'histoire. Cette connaissance a jeté une ombre sur les souvenirs d'enfance et sur les valeurs qu'ils pensaient que leur père incarnait. La question qui se pose est de savoir si l'héritage Kilcher peut survivre à une telle exposition. Les générations suivantes peuvent-elles être jugées indépendamment des choix de leur grand-père ? La réponse dépend de la capacité du public à faire la distinction entre l'héritage d'une terre et l'héritage d'une culpabilité. La ferme a survécu grâce à des décennies de travail et de sacrifices de la part de ceux qui ne savaient rien des tunnels cachés. Ce qui était clair, c'est que l'histoire d'un succès frontalier s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus compliqué, obligeant une famille et une nation à faire face à la vérité difficile que même les héritages vénérés peuvent dissimuler des fondements troublants.